Prince Anima Toko, magistrat de profession, nous ouvre les portes de son cœur et de son passé avec son dernier ouvrage, Le livre de ma grand-mère, un roman souvenir qui est bien plus qu'un simple récit autobiographique. À travers les pages de ce livre, l'auteur rend hommage à la figure tutélaire de sa grand-mère, à celle qui, par son amour et sa dignité, a forgé l'homme qu'il est devenu. Au-delà de l'histoire personnelle de ce témoignage, nous allons nous plonger au cœur d'une réflexion essentielle sur les valeurs, la résilience face à l'adversité et la force de l'éducation reçue dans le quartier populaire de Mbota. La grande interview, c'est maintenant. Monsieur Matoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste. Merci de m'avoir reçu chaleureusement au sein de votre télé et je suis très content d'être parmi vous. Plaisir partagé. Bonsoir chez vous. N'oubliez pas de partager ce contenu et de liker si vous n'êtes pas encore abonné. Et s'il vous plaît, faites-le. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Monsieur Matoko, ce livre est un hommage à votre grand-mère. Quel a été le moment déclencheur, ou le moment précis qui vous a convaincu que ce souvenir devait être consigné dans un roman? C'est une très bonne question, j'avoue, et cette question me permet effectivement d'interroger tant soit peu ce moment qui a été le moment déclencheur. Il me semble, si j'ai bonne mémoire, c'est au collège, effectivement, en classe de 5e, que j'ai pris conscience non seulement de la place importante et du rôle indispensable que ma grand-mère jouait dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, et c'était l'occasion en cette période pour moi de consigner déjà quelques souvenirs qui devaient constituer même la trame de ce livre. Monsieur Matoko, le préfacier de ce livre évoque un roman souvenir. En tant qu'écrivain magistrat, comment avez-vous navigué entre la fidélité des faits vécus et la nécessité de la narration littéraire pour construire ce récit? Question extrêmement délicate, mais je me vertuerai à répondre à cela parce que ça touche et soulève la problématique de l'œuvre littéraire qui peut naviguer entre la réalité et la fiction. Mais entre la réalité et la fiction, et ce qu'on appelle également le réalisme. C'est cette tendance que peut effectivement suivre un auteur à ne pas toujours décrire fidèlement la réalité, sinon elle serait fade et insipide. Mais l'auteur, à un moment donné, est obligé de faire appel à la fiction. Alors la fidélité, ce sont les moments, les événements, mais parfois il arrive dans ce roman que nous puissions, quand je nous, c'est-à-dire que moi en tant qu'auteur, il y a le narrateur et l'auteur, parce qu'il y a le jeu qui est utilisé, que nous puissions effectivement faire appel à la fiction, qui peut être considérée comme une forme de mensonge, mais communément admis en littérature. Monsieur Matoko, parlons à présent du titre. Pourquoi avoir choisi le livre de ma grand-mère? Est-ce que votre grand-mère représente un livre de vie dont vous tournez les pages ou y a-t-il une signification plus littérale derrière ce titre? Le livre de ma grand-mère peut être considéré en effet comme un livre de vie, mais de vie ou de la vie que nous avions menée auprès de notre grand-mère. Quand je parle de nous, je ne parle pas que de moi-même, je parle de tous ceux qui ont été élevés par ma grand-mère, mais c'est un livre également de mémoire. Le mémoire, pourquoi? Parce que il fallait consigner ces moments dans un instrument qui pourrait immortaliser ces événements ou ces moments. Et pour moi, ce livre est à la fois un livre de vie, un livre de mémoire et aussi un livre de souvenirs. Et entre ces différentes eaux que ce livre navigue. Mbota,
c'est le quartier dont vous avez vécu, vous et votre famille. En parlant de vous, je parle de votre grand-mère, votre mère aussi, et vos cousins aussi. Et Mbota est présenté comme un lieu de vie populaire dans ce livre. Comment cet environnement spécifique, avec ses réalités, ses contraintes, a-t-il forgé les valeurs fondamentales que vous décrivez dans ce livre? Question également importante. Et je dirais que si il est vrai que l'environnement peut façonner et forger une personnalité, et surtout quand cet environnement est mortifère, surtout quand il est dangereux, mais on ne doit pas aussi oublier que même au milieu de la diversité, il y a parfois des lampes, des étoiles qui naissent, qui apparaissent. Et moi, effectivement, Mbota, déjà à cette époque, était pointé comme l'un des quartiers, certes populaires, mais aussi qui avait déjà une réputation un peu sulfureuse, de sorte qu'il était difficile d'espérer de croire que ceux qui y vivaient pouvaient détenir ou avoir des valeurs. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que ma grand-mère, malgré ce quartier, a su effectivement nous inculquer des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui m'ont forgé et qui m'ont permis aujourd'hui d'être ce que je suis. En parlant de ces valeurs que votre grand-mère vous a inculquées, il me vient une question par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, on voit souvent, les bébés noirs, on dit que ce sont des enfants qui ont grandi dans la douleur, d'où ils sont bandits, d'où cette délinquance. Est-ce que vivre dans la précarité peut rendre un enfant voyou? La réponse doit être nuancée. Allez-y. Nuancée tout simplement parce que quand on manque de tout, quand on est privé même des choses élémentaires, quand on manque par exemple de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, même pour payer par exemple la scolarité, vous comprenez très bien que il est à première vue très difficile pour un tel enfant de bénéficier d'une bonne éducation et de se considérer comme une personne à part entière de la société et de réussir. Ça, c'est l'aspect qu'on peut effectivement considérer à première vue. Mais quand on va au fond des choses, c'est que pour moi, et c'est ce que j'ai toujours considéré, la précarité n'est pas un motif légitime qui peut justifier la délinquance. Les parents, quelle que soit leur situation sociale, leur situation économique ou financière, doivent veiller à l'éducation des enfants parce que l'éducation est plus immatérielle que matérielle. On peut effectivement être privé de quelques éléments nécessaires à l'épanouissement de la vie, mais si on a bénéficié d'une bonne éducation, je crois qu'on saura comment se conduire dans la vie et espérer un jour jouir aussi des avantages du soleil. Comme on dit, le soleil brille pour tout le monde. Le texte insiste sur le fait que l'éducation, la vraie éducation, n'est point incompatible avec la pauvreté. Comment votre grand-mère parvenait-elle concrètement à inculquer cette notion de dignité, de résistance à la mendicité malgré les difficultés matérielles? Alors, c'est là l'occasion que je profite de dire que ma grand-mère était une femme battante. Je dis bien battante parce que très tôt, elle avait compris la nécessité de se battre. Comment s'est-elle battue? Simplement parce qu'elle ne pouvait pas attendre qu'elle soit à la merci ou à la remorque d'autres personnes. Chaque matin, elle devait se lever comme des femmes battantes et quitter la maison pour aller vendre. Déjà, le fait de quitter la maison et d'aller vendre, c'est-à-dire qu'elle était déjà investie de ce sentiment que la vie ne nous donne pas tout comme un plateau, un gâteau sur un plateau d'or, mais il faut se battre. Et tout en se battant dans la vie, ma grand-mère avait aussi compris qu'il faut apporter aussi du bonheur aux autres. Quand on se bat, c'est pas pour soi-même, mais aussi pour les autres. C'est comme un arbre qui produit des fruits. Il faudrait bien que ces fruits puissent profiter aux autres. Et ce qu'elle a fait, c'est que tout ce qu'elle pouvait avoir comme bénéfice, tout ce qu'elle pouvait avoir comme rendement, mais elle a mis ça au service
de ses enfants et ses petits-enfants, ce qui nous a permis de ne pas vivre dans la précarité la plus abjecte. Dans le livre, vous décrivez aussi la douleur d'un adolescent lors de la prise de conscience du vrai visage de la société. Alors, Monsieur Matoko, pouvez-vous partager un souvenir qui a cristallisé cette réalisation de la division entre riches et pauvres? Alors, le souvenir qui me revient à l'esprit, comme c'était hier, c'est que, madame, vous savez très bien, quand on est enfant et qu'on baigne dans l'océan de l'insouciance et qu'on est tout le temps dorloté, chéri, il y a la douceur, il y a l'amour, parfois on a du mal à comprendre très tôt la disparité sociale, la division de la société entre riches et pauvres. C'est un fait et qui a toujours existé. Mais l'enfant, tant qu'il n'est pas confronté à cette situation, il ne pourra pas se rendre compte que parfois il est victime d'une discrimination ou d'une injustice. Il faudrait qu'un jour il soit confronté à cela. Et moi, par exemple, quand nous grandissions, nous avons été confrontés à cela lorsque une fois notre maman nous a emmené voir une de ses sœurs, mais qui en réalité était en train de partager son foyer avec un homme qui roulait sur l'or. Et tout de suite, nous avons constaté la différence entre la vie de cette tante qu'elle menait avec son mari et notre vie. Mais cela a déjà été un choc. Mais ce choc ne nous a pas plongé en réalité dans la détresse, ni encore dans la jalousie, ni encore dans le désespoir. Mais ce choc a été utilisé comme un moyen pour surmonter les difficultés auxquelles nous étions confrontés. À votre profession actuelle de magistrat, on rappelle que M. Matoko est magistrat de profession. Oui. Votre profession est centrée sur la justice et la loi. Comment elle a-t-elle influencé dans la manière dont vous avez abordé ou jugé les événements de votre enfance dans ce livre? Mon métier de magistrat m'a juste donné d'abord le droit. Il faut dire d'abord en tant que juriste, quand on fait le droit c'est, je dirais même, l'une des sciences les plus nobles, mais aussi les plus cartésiennes. Et cette science vous permet d'avoir l'esprit constamment ouvert sur la société et sur l'évolution du monde. Et ça peut aussi vous permettre d'avoir des armes à la fois juridiques et littéraires nécessaires afin d'avancer. Donc, quand j'ai écrit ce roman, faut le dire, ce roman a précédé de très loin mon inscription à la faculté de droit. Et je ne peux pas imaginer si un jour je pouvais obtenir mon concours en tant qu'élève à mon concours d'entrée à l'école nationale d'administration et de magistrature. Cependant, il peut arriver que pendant que je suis en train de finaliser le roman, que quelques expressions juridiques se retrouvent dans ce roman. Mais le droit m'a beaucoup aidé. Et la justice, c'est que ce livre, c'est un livre de justice sociale, bien entendu, parce que le message le plus important que je tiens à passer, c'est qu'on peut partir les héros pour devenir un héros. Et les enfants qui aujourd'hui se trouvent dans la précarité et qui n'ont plus d'espoir peuvent effectivement s'en servir pour avancer dans la vie en toute lucidité et surtout avec pugnacité. Votre grand-mère, on constate que dans le livre, dans les rideaux de votre récit, c'est tuer au travail pour assurer la soupe quotidienne. Comment l'éducation autrefois valorisait-elle l'effort et le travail? Et pensez-vous que ces valeurs sont transmises aujourd'hui? Oui, je suis en train de sourire. Juste parce que il y a une véritable scission actuellement, une forme de rupture que nous constatons tous, parfois impuissants, parce que nous avons tendance à déplorer le comportement des jeunes d'aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui, et nous nous souvenons que lorsque nous grandissions, c'était mieux qu'aujourd'hui. Alors, peut-être on dirait autre temps, autre mœurs, mais je suis de ceux qui pensent que plus le temps avance, il n'est pas question que nous puissions abandonner des valeurs que je considère comme positives. Mais c'est regrettable que la jeunesse d'aujourd'hui se livre beaucoup plus dans la satisfaction des besoins qui, en réalité, ne
puisse pas contribuer au développement du pays, parce qu'il y a plus de vices que de vertus. Mais je suis d'accord avec vous, notre époque et cette époque sont complètement différentes, et il nous appartient, nous, les parents de la société, de veiller à ce que, au moins, le reste de ces valeurs soit conservé et transmis à nos enfants. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Que pensez-vous des gens qui disent que ces enfants qui grandissent avec les cocos, comme on les appelle, les mamies aujourd'hui, ont souvent une mauvaise éducation et sont souvent voués à l'échec? C'est une très bonne question, madame la journaliste. Elle peut même faire l'objet d'un masterclass, je vous assure. Ce livre, en réalité, c'est toute même sa fortune. C'est toute même sa vocation. C'est que dans ce livre, même sans le vouloir, sans le savoir, je suis en train de mener un combat de déconstruction du mythe selon lequel, un mythe qui a longtemps été nourri et transmis, que les grands-parents et notamment les grandes-mères sont souvent laxistes, souvent n'éduquent pas bien parce qu'elles tolèrent tout. Et dans ce livre, je suis en train de démontrer le contraire, de dire qu'on peut être élevé par une grand-mère et bénéficier d'une bonne éducation, tout qu'on peut être élevé par ses propres parents aussi, mais bénéficier d'une très mauvaise éducation. Donc la vraie question ne se situe pas de savoir qui a élevé qui, la vraie question est de savoir quelle éducation as-tu reçue. Et pour ma part, je suis très honoré et fier de dire sans embâche que j'ai besoin d'une bonne éducation auprès de ma grand-mère. Elle n'a pas en réalité failli à son obligation. Dans le livre, on lit la présence de nombreux enfants de la famille. Quel rôle jouait la communauté ou la famille est élargie dans l'éducation et la surveillance des enfants? En l'absence de la grand-mère, étiez-vous seul? Non, à l'absence de notre grand-mère, il y avait mes oncles. J'avais 2 oncles. Il y a l'un qui paraissait plus gentil que l'autre. L'autre était plus celui qu'on craignait parce que chez lui, chaque comportement déviant, chaque faute devait être sanctionné. Mais au-delà de mes oncles, il y avait aussi ma tante et ma mère. Mais vous savez aussi, l'éducation à cette époque n'était pas seulement une question de responsabilité parentale. Même les voisins qui étaient proches de vous se sentaient comme investis par cette responsabilité, par ce devoir. Il arrivait qu'un enfant soit également éduqué ou châtié par un voisin lorsque le voisin se rendait compte que l'enfant s'écartait du droit chemin. C'est pourquoi je peux dire, ma grand-mère n'était pas la seule personne qui pouvait nous éduquer, mais il y avait aussi d'autres personnes, aussi les voisins. Lentement et sûrement, nous sommes en train de chuter. Monsieur Matoko, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation actuelle? Pensez-vous qu'elle est trop orientée vers la réussite matérielle et le prestige au détriment des valeurs, de la dignité et de noblesse intérieure que vous avez apprises? L'homme, je dirais, a besoin pour vivre et pour avancer, a besoin non seulement de satisfaire ses besoins physiques, mais aussi de satisfaire ses besoins intérieurs ou spirituels. Je peux paraphraser la Bible qui dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, si nous constatons aujourd'hui qu'il y a une tendance pernicieuse vers la satisfaction des besoins purement matériels, il y a donc un risque énorme. Ce risque, c'est que nous sommes en train d'abandonner ce qui constitue la force de l'humain. Ce sont d'abord avant tout des valeurs, ce sont des principes. Parce que, tenez-vous bien, un homme sans principe, c'est comme un navire sans gouvernail. Et on a besoin des valeurs pour avancer, même dans l'abondance des biens. Dernière question, chutons avec celle-ci. Votre grand-mère est votre modèle de grande dame et de femme battante. Peut-on dire que vous devez aujourd'hui votre réussite à elle? Ma grand-mère a été, j'ai dit dans le livre, l'instrument que Dieu a utilisé. C'est l'instrument que Dieu a utilisé pour favoriser ma réussite. Mais je dois préciser, quand je parle de ma grand-mère, souvent les gens ont tendance à penser que c'est de ma grand-mère seulement maternelle. Non, j'ai eu des grands-parents formidables, aussi bien ma grand-mère paternelle et mon grand-père paternel. Et je crois que ce sont ces personnes-là
que Dieu a placés sur mon chemin et dans ma vie et qui m'ont permis aujourd'hui d'être considéré ce que je suis et d'avancer en toute sérénité. Monsieur Matoko, nous sommes à la fin de notre interview. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est tout d'abord de remercier infiniment votre chaîne de ce que vous avez bien voulu accepter me recevoir, et c'est avec beaucoup de bonheur et de chaleur, et surtout la pertinence également des questions qui ont été posées, et je crois que ce n'est pas pour la première fois, peut-être je reviendrai pour un autre livre, s'il plaît à Dieu. Et puis j'enchaînerai à dire à la jeunesse d'abord et aux jeunes écrivains et qu'il faut savoir croire à ce rêve, parce que une vie sans rêve, c'est une vie insipide, et il faut rêver, mais rêver jusqu'à avoir les moyens d'accomplir son rêve, parce que le vrai bonheur, je le répète, c'est lorsqu'on a pu accomplir le rêve de sa vie. Monsieur Matoko, le livre, il est vendu à combien? Il est vendu à 15 000 francs. Est-ce que les internautes peuvent voir le livre? Allez-y. Il est vendu à 15 000. 15 000 francs. Le livre de ma grand-mère. On peut me contacter au 06 976 91 18. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Actuellement, il est en rupture de stock, mais j'ai quelques exemplaires à la maison, une dizaine. Donc, les plus rapides pourraient être les premiers servis. Alors, les amoureux de la lecture, hâtez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre grande interview. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez ce contenu et likez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.